bah bonjour tout le monde, salut Tom. Bonjour à tous, bonjour Timekeeper 92. Il est vraiment long ce pseudo, faut que je change. Il est pas mal, au moins tu rends hommage. Bah surtout c'est bien maintenant qu'on est en panoramique, pas vrai Naïnaï? Bon, alors du coup, qu'est-ce qui nous amène ici, mon cher Tom Moreau? Eh bien, ce qui se trouve derrière nous. Nous sommes dans les Walt Disney Studios et comme tu l'as montré derrière nous, nous avons Rock'n'Roller Coaster qui a ouvert avec le parc le 16 mars 2002. Et si nous sommes aujourd'hui tous les deux derrière l'attraction et en panoramique, c'est parce que nous avons envie de vous parler de cette attraction un peu différemment de ce qui peut se faire d'habitude. Exactement, en fait, on a mis au point une petite grille qui nous permet d'évaluer un petit peu certaines choses sur l'attraction de façon la plus objective possible. Donc pas taper, mais par contre taper dans les commentaires ce que vous en pensez si jamais c'est le cas. Mais ici, donc du coup pour nous, c'est essayer d'effectuer ces petits classements entre attractions pour non seulement pour les évaluer à travers le temps, mais aussi entre attractions en elles-mêmes pour pouvoir avoir une sorte de barème un peu objectif. Voilà, on a essayé vraiment d'extraire les « ah, j'ai bien aimé parce que si, parce que ça ». Non, c'est votre ressenti personnel. Nous, on s'est basé sur des critères les plus objectifs, les plus extérieurs possibles. Donc vraiment, qu'est-ce qui définit l'attraction et l'expérience que vous allez vivre, qu'on va tous vivre à l'intérieur. Exactement. Donc, il y a deux catégories. Oui, excuse-moi. Exactement, il y a deux catégories sur ce barème. La raison pour laquelle on fait ça en panoramique, c'est simplement parce que, on peut, mais surtout parce que quelque part, on a envie aussi de vous ramener, quand on parle d'expériences immersive, comme par exemple sur une attraction, on a envie de vous ramener avec nous sur scène, ici, donc dans Backlot à Disneyland Paris, au Walt Disney Studios, et on l'espère sur d'autres attractions. On verra ce qu'on arrive à faire justement plus tard à ce propos. Donc tu le disais, deux critères d'évaluation. Effectivement, nous avons défini une grille qui s'établit en deux critères majeurs. La première, c'est l'immersion, donc avec des sous-catégories qui vont nous permettre d'évaluer le niveau d'immersion, s'il est qualitatif ou non. Et la deuxième catégorie, c'est le niveau d'innovation, voir si l'attraction propose quelque chose de nouveau en termes de technologie et comment elle est utilisée au sein de l'attraction. Exactement. Alors, on va voir venir tout de suite. Effectivement, vous allez nous dire, ouais, bon, Rock, qui date de 2002, on va pas non plus aller évaluer à aujourd'hui le niveau d'innovation technologique. Donc, on va, pour autant faire que se peut, se replacer dans le contexte de l'ouverture de l'attraction, donc en 2002. Donc, on fait un voyage dans le temps. Exactement. Bon, Vortex intégré en post-prod peut-être, on verra, ça dépend. Donc, en gros, je propose peut-être qu'on attaque tout de suite avec les premiers critères qui sont donc ceux de l'immersion, donc plutôt un peu ta thématique, on va dire. C'est ça. Donc, quand tu parlais d'immersion, on a catégorisé ça en 4 sous-catégories. La première, c'est la cohérence de la diégèse. En d'autres termes, est-ce que l'expérience que vous allez vivre est cohérente, c'est-à-dire comment vous vous positionnez en tant que visiteur dans l'attraction, du début jusqu'à la sortie. Alors, on ne parle pas du land, on ne parle pas du parc, on parle de l'attraction. Donc, du moment où vous franchissez le tableau du temps d'attente jusqu'à ce que vous soyez sorti de l'attraction. Donc, pour cela, il faut que l'attraction réponde à des critères très rigoureux. Et le premier, c'est qui ? Exactement. Qui nous sommes, nous, en tant que visiteurs, quand on va faire Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith. Donc ça, pour le coup, c'est assez évident. On nous l'explique dans la file d'attente. Nous allons visiter le studio Tour de Force Records, qui est un studio local de disques qui enregistre de la musique. Et nous allons pouvoir rencontrer, par hasard, le groupe Aerosmith qui enregistre dans le studio numéro C. Exactement. Donc qui, en fait, nous sommes bel et bien visiteurs. On n'a pas un rôle spécial, genre astronaute ou quoi que ce soit. On est des visiteurs lambda. Effectivement. La deuxième chose, c'est quoi? Et là, déjà, ça commence à se compliquer. Qui nous sommes des visiteurs? Qu'est-ce qu'on fait dedans? Qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de cette attraction? Eh bien, nous sommes là parce que nous sommes là. Il y a un premier élément qui n'est pas très bien expliqué dans la storyline par rapport à ce que le visiteur peut découvrir. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans cette attraction quand on est dans la file d'attente, dans l'expérience et tout? Ça nous est expliqué par la suite quand on va dans le studio C où on nous propose de tester le fameux Sound Tracker. Mais en fait, même pas, puisque justement, on va y revenir, c'est-à-dire qu'on nous propose de tester une attraction, mais pas les Sound Trackers. Les Sound Trackers, d'ailleurs, ne sont jamais évoqués. Donc, quand on parle de quoi, en réalité, il s'agit donc d'une visite. C'est un studio de disques, mais derrière, participer à une expérience, c'est flou. C'est-à-dire, c'est totalement flou. La promesse de l'entrée, au moment où vous franchissez la file d'attente, le panneau de temps d'attente, on ne vous dit pas que vous allez monter dans un Sound Tracker, on ne vous dit pas ce que vous allez exactement faire. Vous le déduisez en vous disant, oui, c'est un studio d'enregistrement. Alors forcément, on va voir des guitares, on va voir des posters, on va peut-être voir des musiciens, mais ce n'est pas explicitement qu'on va monter dans un véhicule pour aller faire autre chose derrière. Exactement. Donc on va passer peut-être au prochain. Voilà, troisième élément, c'est le pourquoi nous sommes là. Et là, c'est très important. Pourquoi est-ce que nous, visiteurs, visitons Tour de Force Records aujourd'hui? Et là,
journée portes ouvertes ou quoi? On ne sait pas. Ça n'est pas précisé. Je rappelle, voilà, si ce n'est pas dit, pas écrit, pas explicitement donné comme information dans l'attraction, ce n'est pas à nous, ce n'est pas à vous de l'imaginer parce qu'on sous-entend que vous avez fait votre propre jugement derrière. Si ce n'est pas explicitement dit, ça veut dire qu'il y a un trou dans la raquette. C'est le premier. Et ouais, là, c'est l'un des premiers trous dans la raquette de Rock. C'est déjà pourquoi est-ce qu'on visite cet espace, mais surtout pourquoi nous, plutôt que d'autres, sommes invités à tester cette expérimentation que sont les soundtrackers. On y revient plus tard. C'est ça. Donc, et il nous reste ensuite 2 éléments à vérifier. C'est le comment. Oui. Comment nous visitons cet endroit. Donc pour le coup, c'est assez clair. Nous sommes dans un soundtracker, donc un véhicule de test, un prototype, et nous expliquer assez rapidement dans le pré-show, un petit peu plus clairement dans la zone d'embarquement où on entend les tests sonores, est-ce que tu peux faire ceci, tu peux faire cela, c'est un petit peu plus équivoque. Et enfin, où est-ce que nous sommes dans Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith? Non pas dans Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith, parce que c'est le nom de l'attraction, mais où est-ce que nous sommes dans l'histoire de la diégèse de Rock'n'Roller Coaster? Nous sommes à Tour de Force Records, dans le département recherche et développement. Exactement. Et même ce département n'est pas évolué, puisque la seule chose que l'on voit, c'est zone d'essai. Alors, en 2002, ce panneau zone d'essai, je crois qu'il ne figurait pas, c'était vraiment des consignes de sécurité. Mais un élément qui est critique quand on compare par rapport à la diégèse officielle de l'attraction, c'est qu'en théorie, Rock'n'Roller Coaster est censé vous envoyer à grands coups de soundtracker et de catapultage à l'intérieur d'un clip vidéo type rock. C'est ça. Et là encore, cette information, vous ne l'avez pas. En tant que visiteur, c'est nous qui avons fait un effort, on va dire, une petite... effort, on a recherché. Hein, on a recherché, pour plus... le trouver. Mais je veux dire, si tu te positionnes en tant que visiteur qui vient dans le parc, tout à fait, cette information, on ne te la donne pas. Et non. Donc voilà, donc ça, typiquement, ça nous a amené sur cette partie-là et sur cette cohérence d'histoire. Nous, ce qui nous projette un peu dehors, c'est que déjà, il est fait question d'attraction régulièrement. Ouais, mais non, c'est censé s'autoporter. Star Tour, tu es un visiteur qui va aller faire un voyage intergalactique à destination d'une planète, et évidemment, quelque chose va mal se passer. C'est ça. Donc, il y a ça. Là, ici, l'attraction elle-même fait partie de la diégèse. Donc, clairement, c'est quelque chose... Et en plus, on a un peu l'impression que ça fait un peu accidentel, la façon par laquelle l'attraction apparaît dedans, puisque c'est à l'occasion du spiel, dans le pré-show, donc dans la salle d'attente où on voit Aerosmith et tout, qu'on entend l'opérateur, le guide, qui nous dit vous allez pouvoir tester l'attraction que vous êtes parmi les premiers à découvrir. Attendez les mecs, on est dans un studio de production ou quoi? Donc, oui. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a amené à donner la note suivante. Alors, il y a juste un dernier élément que je vais préciser, c'est est-ce que nous avons la suspension consentie de l'incrédulité qui est respectée? C'est-à-dire, est-ce que le contrat presque automatique que tu fais en tant que visiteur, c'est-à-dire d'oublier que tu es dans un parc d'attractions, que tu vas dans une montagne russe, qu'on te raconte l'histoire est cohérente? Est-ce que tu as oublié ça? Clairement, non. Elle n'est pas respectée. Non, parce que l'attraction déjà a été évoquée. Bon, le safety qui a été ajouté par la suite en vidéo fait clairement état de Rock'n'Roller Coaster, donc on est dans un point de vue extra-diégétique. C'est ça. Donc clairement, non, elle n'est pas respectée. Et donc du coup... Effectivement, on a établi un barème de points qui est de 2,5 points par sous-catégorie, ce qui nous fait un total de 20 points. Pour cette première partie, nous avons donc 1,25. Exactement. Donc voilà, 1,25 sur cette partie-là. On passe à la suivante. La deuxième partie, c'est la narration. Et c'est aussi un élément qui est très important, toujours du point de vue du visiteur. Comment est-ce que l'histoire va nous être racontée? De façon directe, de façon indirecte? Est-ce qu'il y a du transmédia? C'est-à-dire que l'histoire nous est racontée peut-être par des livres, par des vidéos YouTube, par un film, enfin des choses qui étendent l'attraction. Donc dans le cas de Rock, c'est assez simple, il n'y a pas de transmédia. L'histoire nous est racontée de manière très simple, elle est directe. Elle nous est racontée dans le pré-show quand nous sommes dans le studio C, où on nous explique toujours très rapidement, c'est très évasif, qu'on va pouvoir tester une nouvelle attraction avec le groupe Aerosmith et c'est tout. Exactement. Et ensuite derrière, certains éléments de la décoration permettent de raconter l'histoire de façon indirecte, implicite donc, pardon. Plutôt implicite, c'est ça. Du coup, effectivement, le fait que dès qu'on est rentré derrière les taux ondulés de ce bâtiment, on arrive dans les salles justement du studio d'enregistrement. Là, on le voit avec les différentes maquettes des différents CD, les différentes guitares qui ont été signées, etc. Et quand on arrive ensuite dans la zone d'expérimentation, là, effectivement, oui, on voit bien qu'on est dans un labo. Effectivement. Mais bon... finalement, donc l'histoire... Elle est un peu expliquée, mais on ne comprend pas forcément. Donc, il y a encore des éléments qui ne sont pas clairs. Le nœud de l'histoire, en fait, n'est pas expliqué. C'est toujours ce problème. Voilà. Honnêtement, on a fait la recherche pour cette vidéo et j'ai découvert à cette occasion qu'il s'agissait du catapultage au moment où on arrive sur l'unload. À ce moment-là,
on est dans un clip vidéo. Et ça n'est dit nulle part. C'est ça. C'est suggéré par certains décors, mais ça n'est pas dit. Et clairement, là, c'est ce qui nous fait mettre 0,75 pour ce point, pour cette catégorie. C'est très mauvais. Honnêtement, on sait qu'il faut inventer un peu par nous-mêmes, mais là, il faut quand même qu'on ait une piste. Et surtout que l'histoire n'est pas facile à comprendre. Ah non, elle est pas du tout, elle est même pas du tout évidente. Entre le lien avec le rock, etc. En plus. Je vais avancer pour la troisième sous-catégorie qui est le scope. Alors, qu'est-ce que c'est que le scope? C'est très simple. Est-ce qu'il y a un pré-show, un main show, un post-show ou peut-être plusieurs? C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs post-shows, plusieurs pré-shows, etc. En fait, est-ce que l'expérience est complète dans sa structure? Alors, on peut dire pré-show, on en a un, effectivement, c'est le Studio C, mais on pense aussi que la file d'attente, surtout la partie studio à l'intérieur, donc la rotonde où il y a les guitares, puis la petite galerie avec les éléments décorés, font un peu partie de cette immersion pré-show. Tout à fait. Donc, clairement, on est cohérent avec le message. On a évidemment le main show, qui est donc la partie coaster, donc là, rien à dire là-dessus. Pas de souci, il est bien présenté correctement par rapport à cette diégèse qu'on nous raconte, mais le post-show... Alors, c'est là qu'on a un petit problème, c'est le post-show. Oui, on est dans un univers qui est toujours cohérent par rapport à ce qu'on a vécu dans l'embarquement. Mais on ne comprend pas trop ce que ça veut dire à la fin. On débarque, on a les écrans qui nous rappellent qu'on a été pris en photo, on va pouvoir acheter la photo, mais en soi, quel est le lien avec la partie R&D qu'on est censé nous avoir vendue auparavant? Qu'est-ce qu'on en tire de cette expérience? Qu'est-ce qu'on est censé avoir appris de cette expérience? Ce n'est pas clair. Clair, c'est juste beau, parce qu'il y a encore des éléments avec de la colorimétrie, avec du son, avec des effets, mais c'est tout. Donc après, je ne sais pas si toi, tu as des choses à rajouter dessus, mais honnêtement, c'est pauvre. Le post-show, malheureusement, le post-show est un peu ce qui plombe l'expérience. D'ailleurs, accessoirement, dans les files d'attente, il y a aussi un autre point qui est un petit peu gênant, c'est simplement que la file d'attente, on s'est placé ici, pas pour rien, pour cette superbe file d'attente fonctionnelle qu'on a à l'extérieur. Là, regardez, on a une affluence qui est de l'ordre de quoi, 40 minutes, je crois? C'est ça. On est sur du 40 et on a du monde qui attend, mais qui n'est absolument pas du tout déjà dans l'histoire. Donc du coup, là, ça pose un souci. Donc on a quand même été assez généreux dans le sens où il y a quand même un beau pré-show avec cette mise en abîme. Mais on ne peut pas donner le maximum des points, quoi. Ça, c'est pas possible. Clairement. Donc, on a dit 2 points. Exactement, on donne 2 points sur ça. Alors, dernier point, justement, de la partie immersion, et après, on passera à la partie innovation. C'est ça. Et c'est la production value, donc la production de valeur. Qu'est-ce que ça apporte comme élément de valeur? Donc, quel est le niveau de détail? Quelle est la richesse et la variété des médias? Est-ce qu'il y a des easter eggs? Et j'en passe. Exactement. Donc là, pareil, 2,5 points pour cette notation. Et là, on a été relativement d'accord sur la façon de voir les choses, à part cette fameuse file d'utilité basique où il n'y a rien à faire, rien à voir. Une fois qu'on est entré dans la rotonde et qu'on voit les éléments de décor, il y a matière à regarder. Parce que les guitares qui sont signées par les grands artistes, les caissons de basse cachés derrière les portes qui simulent d'autres studios en train d'être utilisés pendant que nous on déambule, les annonces parfois on entend tel ou tel régisseur attendu dans tel ou tel studio, et évidemment le studio C qui est assez complet dans sa thématisation. On voit tout de suite une salle et ils ont même poussé le détail, ils ont mis effectivement des matériaux qui amortissent légèrement le son dans le studio C, ce qui fait qu'on a effectivement ce petit effet acoustique. C'est pas une chambre anéchoïde non plus, mais on a quand même un petit peu cette tamisation, ça marche. Et bien entendu, le launch. Le launch, le load qui est assez riche et surtout on peut le découper en 2 segments bien distincts avec la partie de la gare où on embarque où c'est beaucoup plus des effets de lumière avec des effets vraiment technologiques et la deuxième partie donc qui est juste avant le catapultage qui est équipée d'un fond vert, d'une platine de mixage audio. Donc ça veut dire qu'on ne nous raconte pas tout à fait la même chose dans le sens où on a un département de recherche et développement. Donc par définition, tout peut se trouver à l'intérieur. Donc ça va, c'est riche et évidemment il y a des hidden Mickey qui sont cachés dans l'attraction. L'attraction ne déroge pas à la règle et heureusement d'ailleurs. Donc on a été plutôt satisfait, mais malheureusement le post-show fait encore défaut. Le main show, c'est-à-dire l'attraction en elle-même où il n'y a que des spots à regarder, est un petit peu triste pour nous. Et l'extérieur, c'est vraiment le bas de gamme de chez bas de gamme. Donc on est arrivé à un accord, 1,75 points. Exactement, sachant que nous en fait, on a cette histoire de diégèse qui nous aide en plus, c'est-à-dire que la salle d'embarquement est divisée, donc, comme tu l'as dit, en 2 parties. Une première partie qui est plutôt consacrée à la fabrication des soundtrackers, d'où le côté un petit peu atelier électronique, bricolage, etc. Et une autre partie qui est un studio audiovisuel, qui est la partie du launch, où on a un fond vert, on a différents éléments comme ça, des racks, des assemblages de prod, donc des éléments de technique d'audiovisuel, qui donc évoquent plus la production de clips. Donc de ce côté-là, oui, on reconnaît un peu, mais c'est pas explicite. Le fond vert, si je vous le dis là, allez dans les commentaires, qui avait remarqué qu'il y avait effectivement un fond vert qui se trouvait dans cet espace-là? Et soyez honnêtes. Soyez honnêtes, on vous a à l'œil. Alors, ce qui fait que cette première partie qui est consacrée à l'immersion, parce que ça y est, on a fait les 4 points, ça nous donne 5,75 points pour le moment. Sur 10 pour le moment. Sur 10 pour l'instant. Voilà. Donc, c'est pas mauvais,
c'est pas non plus très bon parce que ça reste une attraction légèrement au-dessus. Mais c'est la deuxième partie qui, là, pour le coup, peut changer la donne. C'est ta partie Timekeeper qui est l'innovation. Donc, on attaque tout de suite la partie consacrée à l'innovation. Premier point, justement, qu'on va aller jauger ensemble, ça va être l'originalité. Alors ça, c'est très important, ouais. Alors, l'originalité, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de dire, au niveau, encore une fois, innovation, c'est pas technologique, hein, c'est innovation, c'est est-ce qu'on a quelque chose de nouveau ou pas? Et l'originalité, c'est le fait de dire, est-ce que l'on va avoir, tout simplement, eh bien, une histoire qui est totalement originale, qui ne s'inspire pas de licence ou quoi que ce soit. Ça, ce sera notre niveau 1. Donc, vous comprenez, la note maximale, on valorise cet effort. Et quand on dit bien une attraction qui est originale, donc pas de licence. Et la licence, c'est au sens large. Par exemple, Armageddon, les effets spéciaux, n'est pas une attraction originale, puisqu'elle reprend le film. Et s'il n'y avait pas le film, l'attraction n'existerait même pas. A contrario, des attractions comme, je prends les cas extrêmes, Orbitron, ne se base sur rien. Je veux dire, on dit que c'est Léonard de Vinci avec la structure, mais ça pourrait tout à fait être n'importe qui a inventé cette structure. En soi, l'attraction vit par elle-même. Par contre, Space Mountain de la Terre à la Lune, basé sur de la Terre à la Lune, donc licence. C'est ça. Alors, maintenant, donc, les 4 niveaux qu'on avait retenus, ouais. C'était numéro 1, on a une originalité totale, c'est-à-dire il n'y a pas de licence quelconque, on est sur une création totale. Numéro 2, on est sur une extension d'une licence existante. C'est-à-dire qu'on va utiliser un tout petit peu cet univers, mais sans plus, juste pour placer le décor et après on crée quelque chose autour. Exemple, Star Tours, la première version, puisqu'on partait du constat original de l'univers de Star Wars, mais en soi, le ride que l'on vit pour les 3/4 de l'attraction jusqu'à ce que l'Empire arrive est totalement déconnecté de ce qu'on vit dans les films. Il n'y a même pas les personnages, en fait. Et même pas les personnages. Dans le film, hein, dans le 1, on parle de Star Tours. On parle du premier Star Tours, je précise bien. Celui de 87. Voilà. Donc, il y a ça. Numéro 3, excusez-moi. Numéro 3, c'est ça, j'y arrive. On va y arriver. Numéro 3, il s'agit d'une licence avec une créativité. C'est-à-dire que cette fois-ci, oui, il y a beaucoup d'éléments qui sont repris, mais on a un petit peu arrangé la sauce pour permettre justement à l'histoire et à l'attraction de prendre place. C'est exactement ça. Mais ça veut dire surtout que contrairement à la numéro 2, la numéro 3, si la licence n'existait pas, l'attraction aurait beaucoup de mal à vivre par elle-même. C'est-à-dire que l'attraction perdrait 90% de sa substance. Elle pourrait exister. On pourrait enlever Armageddon, le film Armageddon, mais en soi, ça deviendrait juste un film, enfin, juste un tournage d'un film lambda. L'univers qui accroche Armageddon est très important. Donc ça fait partie des exemples. Et enfin, le numéro 4. Numéro 4, c'est full licence, ce qu'on appelle également le Blu-ray avec les sièges qui bougent. C'est ça. Donc, en gros, c'est tout ce que fait Disney depuis un certain temps. Ah, mais non, faut pas dire ça. Mais je suis méchant, On est méchant. Mais grosso modo, non, l'idée, c'est effectivement full licence, c'est-à-dire qu'on se base vraiment sur quelque chose qui est arrivé dans un film. Carrément, c'est une scène reprise d'un film qu'on vit sous un nouvel angle. Et vous remarquez que Star Tours ne marche pas sous cet angle, puisqu'ils avaient justifié le fait qu'il y ait une 3e étoile de la mort, qu'on ait un nouveau pilote, ça se passe bien après la chute de l'Empire, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a des différences. Donc, là, ici, sur Rock, qu'est-ce que l'on a? Par rapport à Rock. Alors, on ne parle pas ici de licence d'attraction, d'accord? C'est-à-dire, Rock, il existe en Floride, on le sait. Mais c'est pas ça qu'on va considérer comme licence. C'est est-ce qu'une licence extérieure vient influer ici? Et la seule licence que l'on reconnaisse ici sur Rock, eh bien, c'est Aerosmith. C'est eux, voilà. C'est le fait, effectivement, que leur musique soit embarquée dedans. Et clairement, sur cette partie-là, on était en train de se dire, nous deux, qu'il s'agit d'un niveau numéro 2. C'est-à-dire, en réalité, on utilise un peu les licences Aerosmith, mais on peut tout à fait changer la musique. Exactement, ça n'est pas gênant. Non, et le concept reste le même. On voyage au cœur du son, au cœur du clip vidéo, entre guillemets, mais ça peut être n'importe quel clip, ça peut être n'importe quelle vidéo. Donc, pour nous, ça vaut 2 points. Parce qu'effectivement, il y a une idée qui est intéressante. Et au-delà de ça, je veux dire, on évoque Aerosmith qu'à partir du moment où vous entrez dans le studio C. Exactement. Tout le temps où vous êtes dans la file d'attente, vous pourriez avoir n'importe quoi. Il peut arriver n'importe qui. Vous n'êtes pas censé le savoir. Il n'y a que parce que le nom de l'attraction est marqué avec Aerosmith que vous savez qu'il y a Aerosmith. Tout à fait. Si vous n'avez jamais fait l'attraction, vous ne savez pas que ça va être avec eux. Voilà. Et la musique, contrairement à celle de Floride, tu l'évoquais avec intelligence, c'est qu'en Floride, tout est brandé Aerosmith. L'extérieur, la file d'attente, parce que ce sont que des posters d'Aerosmith, alors qu'ici, on a un mix de plein de groupes différents. Oui, je ne me rappelle même plus, il me semble que dans la file d'attente du studio C, donc avant d'entrer dans le studio d'enregistrement, je crois qu'il y a une seule affiche d'Aerosmith, parmi d'autres avec Björk, avec David Bowie, etc. Donc c'est vraiment mélangé, alors qu'après, là, on rentre dans leur univers. Alors,
on continue. La technologie, le degré de technologie qui a été intégré. Oui. Et y a-t-il eu des inventions technologiques pour cette attraction? Oui, et là, est-ce que l'attraction a été novateur? C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y avait un avant et un après cette attraction-là. Comme l'a été par exemple Star Tour en 87, il y a eu un avant Star Tour et l'après Star Tour avec les fameux simulateurs. Exactement. Ou Space en 95, le nôtre, avec l'invention, en tout cas le fait qu'on est enfin sur un coaster à inversion de la musique embarquée. Bah oui. Et pourquoi est-ce qu'on prend cet exemple? Parce que c'est la même technologie. Bah oui. C'est la même technique. Alors par contre, il y a quand même des nouveautés, en tout cas ce que l'on a l'impression d'être des nouveautés. C'est subtil. C'est simplement le fait que lorsque le Sound Tracker se déplace à l'intérieur, sur Space en 95, les décors s'allumaient au fur et à mesure. La Lune s'allumait quand on arrivait sur le lift B. Effectivement. Et là, c'est poussé, c'est mis sur 11, entre guillemets, puisque ici, c'est bien le raccord avec le... Voilà, la lumière, le son, tout est voilà. nickel. Et donc ici, ils ont placé ce truc-là un peu sous leur main, puisque cette fois-ci, c'est chaque train qui va être suivi à l'intérieur du ride pour activer les effets et surtout pour que les codes couleurs de chaque train se propagent à l'intérieur de l'attraction. Et ça, pour le coup, en 2002, à l'ouverture de Rock, sachant qu'encore une fois, celui de Floride n'avait pas cette technique. Les décors restent toujours les mêmes à l'intérieur. D'ailleurs, ils n'avaient que le son. Ils ont le son qui change. Il y avait 5 trains différents, qui étaient des limousines, mais 5 musiques différentes, mais l'intérieur était le même. Exactement, la déco ne change pas. Donc du coup, ici, on a un changement de déco dynamique en fonction du passage du train. Ça a l'air novateur au niveau du show control system. Donc pour ça, oui, ok, c'est pas non plus la panacée, mais c'est quand même quelque chose de nouveau. C'est une mise à jour évolutive, c'est une innovation évolutive, non pas disruptive, mais évolutive. Et pour le coup, ça, pour nous, on juge que ça vaut un 1,75 sur ce critère. D'autant plus que la technologie est en général encore aujourd'hui bien maintenue, mais à l'origine, c'était quand même, on avait pas mal de projecteurs, on a un effet qui est rendu, qui est assez sympathique, pas mal de choses qui bougent, beaucoup de kinétique. Donc, ok. Pour nous, 1,75, ça semble être une note tout à fait juste pour ça. On dit bien 1,75 parce que le reste en soi n'a pas grande évolution. Je veux dire, la file d'attente n'apporte rien de nouveau. Le ride system, c'est-à-dire le catapultage des trains avec l'audio embarqué, l'audio embarqué 95, catapultage à peu près de 95, 97, 98, donc on est bien avant. Effectivement, c'est une copie de ce qui se faisait déjà en Floride. L'innovation, c'est la lumière. Le Superman The Ride de Belgique, si je ne me trompe pas, qui a aussi le même parcours. Effectivement. Maintenant, c'est devenu quoi? C'est Express. Express, voilà. Mais je ne me rappelle plus dans quel ordre il a été créé. Il me semble qu'il peut être fabriqué avant celui-ci, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis plus sûr non plus. Mais c'est Vekoma, en fait. Mais ça prouve bien que le circuit n'apporte rien de technologiquement nouveau. Bon, voilà. Ensuite, ce qu'on a comme autre critère, ça va être la qualité. C'est-à-dire la technologie en elle-même. A-t-elle une certaine qualité d'intégration? A-t-elle un certain finish? Est-ce que c'est flou? Est-ce que c'est propre, net sur les écrans, etc. Le rendu de l'image, la qualité du son, la propreté des éclairages, la propreté de tout ce que tu peux découvrir en termes de tech. Oui. Qu'est-ce que ça donne finalement dans Rock and Roller Coaster? Encore une fois, on ne tient pas compte des pannes qui peuvent avoir lieu après. Et nous sommes en 2002. On est en 2002 et là, clairement pour nous, c'est un 2. Ouais. C'est un 2 tout simplement pourquoi? Parce que là, sur cette attraction, je l'ai dit tout à l'heure, le show en lui-même, couper l'éclairage à l'intérieur du truc, plus rien. Par contre, les projecteurs accompagnent le mouvement des trains. Parfois, vous rajoutez de l'impression de vitesse en se déplaçant dans le sens inverse de vous. Rajoute un petit peu de synchronisation, joue sur la pareidolie auditive. Donc, pour ça, allez jeter un œil sur la chaîne d'y penser, il l'explique bien mieux que moi. Mais grosso modo, l'idée, c'est qu'on va essayer, on augmente vraiment la qualité du ride et de tout le show avec la technologie. Plus, dans le launch, on a tous les effets audio qui sont ajoutés, qui sont juste quand même vraiment excellents, sur toute la partie catapultage qui vous font baliser toute la file d'attente à chaque fois que ça se produit. Et en plus, eh bien, les trains, fluidité du parcours, c'était pas le premier non plus de Vekoma sur ce modèle, donc du coup, le parcours était fluide déjà en 2002. Et encore aujourd'hui, il est encore vachement plus supportable qu'un Space Mountain qui, malgré son changement de train, commence vraiment à sentir son âge. Exactement. Par contre, ça, on le met hors du classement, on a dit. C'est pas la même chose. C'est juste pour contextualiser. Mais grosso modo, ça, c'est pour la technologie. Projection très fine au niveau justement du pré-show déjà en 2002. Voilà, on était sur du pellicule, donc 70 mm. 70 mm, exactement. Et avec un ratio d'image, on était à 60 images secondes, ce qui fait qu'on a une grosse fluidité exprès pour sentir que c'est des humains, que c'est pas un vrai film qu'on nous diffuse. Exact. Et ensuite, derrière, on a aussi tout un effort qui est fait au niveau justement de l'éclairage, tout le conditionnement. Et honnêtement, ça, même encore aujourd'hui, ça fait totalement le café. Donc déjà en 2002, je m'en rappelle quand j'étais tout petit, c'était déjà génial. Donc clairement, niveau technologique, la qualité des éléments technologiques et de l'intégration globale, 2. Et bien, il me semble qu'il te reste une catégorie. Et ouais, enfin, la dernière catégorie,
désolé, ça va pas lui rendre, ça va pas lui faire plaisir. Non, à Rock, malheureusement, c'est celle qui va faire mal. Ah bah, picoter un peu, c'est le camouflage. C'est-à-dire que, est-ce que la technologie est-elle camouflée? Alors, j'aime bien la phrase qu'on avait marquée dans l'évaluation de ces grilles, mais putain, comment ils ont fait? Bon, alors là, ils ont fait ça. C'est une phrase que vous pouvez vous demander aussi quand vous êtes dans une attraction. Est-ce que vous êtes capable d'identifier toutes les technologies qu'il y a derrière? Et à ce moment-là, si elles sont camouflées ou non. Donc, elles sont visibles. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel... Bon, toi, moi, on a l'habitude sur les parcs, on connaît pas mal de technologies, donc c'est un truc sur lequel on peut virer dans de la subjectivité. Sur d'autres attractions. Par exemple, voir sur la Tour de la Terreur un effet, un fantôme de Pepper pour des hologrammes. On connaît le truc, mais pour les gens, c'est peut-être un peu moins évident. C'est vrai. Là, clairement, c'est des projecteurs qui sont visibles parce que la storyline l'implique. C'est vrai qu'on est dans un studio et qu'on teste, donc il y a de la machinerie et on doit avoir la machinerie pour appuyer l'univers qu'on veut nous expliquer. Tout à fait. Donc du coup, cette storyline dessert complètement cette catégorie-là et cette catégorie-là hérite d'un joli 0. Parce qu'il n'y a pas de... Aïe, 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 mais bon, il n'y a pas de... Mais malheureusement, on nous montre et c'est gueulard. Je veux dire, on ne dit pas les lumières ne nous rapportent rien, l'éclairage est visible avec tout ce qu'on est censé voir. On arrive même à lire les codes DMX sur les projecteurs. Donc oui, effectivement, c'est vraiment pas caché, mais c'est normal, c'est la storyline. C'est voulu exprès. Exactement, voilà. C'est voulu exprès. Maintenant, nous, on essaie d'être objectifs, donc on peut pas aller donner autre chose. Donc du coup, ça nous amène au roulement de tambour. Donc sur cette catégorie-là, alors. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Pour les premières fois, il faut toujours qu'il y ait un truc bizarre qui se produise. On avait 5,75 sur l'immersion et on a 5,75 sur l'innovation. Yeah! Voilà, ce qui nous donne une magnifique note totale. Le final, eh bien, on est sur une jolie note de 11,5 sur 20, ce qui correspond un peu à l'a priori qu'on a, même si honnêtement, pour être tout à fait franc, j'aime beaucoup Rock'n'Roller Coaster pour moi, l'expérience qu'il y a, la vitesse, etc. Mais ça ne rentre pas dans ce classement. Toi-même, je ne sais pas ce que tu penses de l'attraction. Mais... Je suis pareil que toi. On pourrait juger le catapultage qui est fun, le fait qu'on ait une vrille, le fait qu'il y ait des retournements, mais c'est très subjectif. Par exemple, je prends personnellement plus de plaisir à faire un Blue Fire en termes de sensations qu'un Rock'n'Roller Coaster parce que il est smooth, parce que il y a plus de figures, il y a plus de choses à faire, etc. Beaucoup plus homogène, mais c'est un avis personnel. Mais voilà, mais je suis obligé de reconnaître, la plus objectivement, que la beauté intérieur de Rock'n'Roller Coaster marche dans son sens. Le Gravity Building avec toutes ces lumières dans tous les sens, synchronisées comme tu l'as dit, avec chaque véhicule, avec le son qui est différent à chaque tour. Musique qui marche toujours, là on n'est plus dans la classification, musique qui marche toujours du feu de Dieu, encore aujourd'hui. Contrairement à Space ou sur les anciens trains, ça relevait plutôt du post-Hagalène. Mais bon, c'est autre chose. C'est ça. Donc, voilà, maintenant, mais ça peut être du subjectif. Donc, je trouve, et vous nous le marquerez dans les commentaires, c'est aussi intéressant par rapport à ce qu'on a évolué comme critère, comment vous le sentez, parce que c'est aussi important. Mais de ce que j'entends, en règle générale, quand je discute avec des gens et quand j'étais moi-même cast member à Disney, c'est qu'en règle générale, les gens disaient « c'est bien, mais ». Il y a ce fameux mais qui est arrivé en fin de phrase. Toujours un petit mais qui arrive. Maintenant, la raison pour laquelle on fait cette vidéo aussi, c'est tout simple. Vous savez bien qu'à partir du 5 janvier, ça là, on va changer les couleurs, on va changer ce qui se trouve à l'intérieur. Une nouvelle expérience basée sur Iron Man va arriver. Et donc, du coup, intérêt pour nous, en même temps pour tester cette nouvelle modalité, ce nouveau format, eh bien, c'est peut-être de faire un petit avant-après. Vous avez désormais l'avant sur Rock. Cet avis n'engage que nous. On l'a voulu le plus objectif possible, mais marquez-nous en commentaire si jamais vous avez des évolutions, des choses comme ça que vous proposerez. On est tout à fait ouvert. La grille est tout à fait ouverte à l'évolution, mais posez-vous la question de est-ce que ce que j'imagine comme critère est réellement objectif? Parce que dès que vous imaginez que j'aime ça pour moi, ça veut peut-être dire que c'est bon pour vous, mais pas pour tout le monde. Exactement. C'est pour ça qu'on on est finalement retombé sur des facteurs d'immersion et des facteurs d'innovation, parce que c'était les deux que l'on voyait qui restaient finalement relativement analysables d'une façon objective. Voilà en ce qui concerne cette vidéo en tout cas. On espère que ça vous a plu. On espère que le format vous aura permis de vous balader un petit peu tout autour du point de vue justement de cette caméra. Effectivement, puisque nous sommes Rock'n'Roller Coaster d'un côté, Motor Action de l'autre, un plateau de tournage dans l'autre, donc ça fait un univers assez cohérent. Si quelqu'un de YouTube voit, là, le placement produit, c'est pas nous. Hein, je veux dire, c'est... En revanche, Motor Action est bien sponsorisé par cette marque. Voilà. Donc on va peut-être la flouter. On verra. Mais encore une fois, merci
à Timekeeper d'avoir préparé cette émission, puisque c'est grâce à sa machine que nous pouvons actuellement réaliser cette vidéo. Tu peux enlever la diégèse, j'ai parlé de caméra tout à l'heure. J'aime bien rester dans l'univers, c'est important pour moi de raconter l'histoire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Encore merci Timekeeper. Et puis si le format vous plaît, vous nous le dites en commentaire. On peut en discuter avec grand plaisir. La grille est ouverte à vos remarques. Et puis peut-être à très vite pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde et à la prochaine.